BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H avec notre invité Laurent Bach, le président de l'université Paris-Dauphine, une des meilleures universités françaises qui n'hésite pas à afficher la sélection. En tous les cas, ce n'est pas un tabou. Laurent Bach, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que c'est aussi votre rentrée. Il y avait hier la rentrée des classes et la rentrée universitaire. C'est plus en octobre comme avant. Maintenant, ça commence lundi. Et puis, vous avez une actualité aussi internationale très chargée puisque vous lancez un nouveau programme à Madrid, à Tunis. Et puis, vous renforcez une coopération franco-allemande. On va revenir là-dessus. Laurent Bach, juste, c'est une rentrée universitaire. Elle se présente comment pour vous? Quel climat? Elle se présente dans un climat serein, évidemment marqué par les contraintes de sécurité des accès et de la circulation dans l'établissement, comme partout. Mais voilà, on est dans la dynamique et dans l'ouverture internationale, comme vous l'avez rappelé. Combien de personnes combien d'étudiants qui rentrent? 8500 étudiants, plus un bon millier en formation continue. Oui. En même temps, le climat est un peu compliqué. On l'a vu notamment à l'université du MEDEF, Thierry Mandon, qui est maintenant secrétaire d'État en charge justement de l'enseignement supérieur, a essayé de donner un élément de réponse qui a un point important, notamment sur la sélection et la sélection des masters. Il y a de plus en plus de recours d'étudiants à qui on a refusé le fait de passer en master 2 et qui recourent devant les tribunaux, et ce qui fait que vous êtes obligé de les intégrer en attendant la décision des tribunaux. Qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est vraiment une épée de Damoclès sur cette rentrée universitaire. C'est une situation un peu curieuse parce qu'il ne s'agit pas de savoir si on va ou pas introduire la sélection en master. Le problème est inverse. Elle existe déjà, elle est pratiquée. Mais les textes prévoient que ce n'est pas possible. Et donc, c'est une pratique illégale. Donc, un certain nombre d'étudiants font des recours devant les tribunaux administratifs pour contester la décision de ne pas les retenir et gagnent. Et la procédure est montée jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, en effet, oui, les textes sont les textes. Il ne prend pas position sur le fond. Et il renvoie la balle au gouvernement en disant, les textes en l'état, en effet, interdisent la sélection et à l'entrée en première année et à l'entrée en deuxième année des masters. Et donc, il renvoie aux politiques la responsabilité de dire si un master peut être ou pas sélectif à l'entrée. Oui. Voilà. Et donc, la Thierry Mandon a apporté un élément de réponse en disant qu'il allait... Mais qui doit légiférer? Il faut légiférer. Qu'est-ce qui va... C'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Oui, alors, comment les prendre, en l'occurrence? S'il attend d'avoir un consensus complet sur ce sujet-là, il ne les prendra jamais. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans une situation difficile, ce sont les responsables académiques, les universitaires, qui pilotent ces formations et à qui se voient imposer des candidats dont ils peuvent juger légitimement qu'ils n'ont pas les compétences requises pour réussir dans leur filière. Ouais. Voilà. Et donc, vous dites quoi? C'est quoi la réponse au secrétaire d'État? Ah, moi, je n'ai rien à dire au secrétaire d'État parce que je ne suis pas en position de le faire. Mais ma position président de Paris-Dauphine. Ma position personnelle, comme celle de la plupart de mes collègues présidents d'université et responsables de master, c'est qu'il faut maintenant adopter des textes qui légalisent la sélection à l'entrée en master. Voilà. Est-ce que vous êtes confronté, puisqu'on parle de loi, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce fameux burkini. J'imagine qu'on ne vient pas en burkini chez vous, mais il y a la question du voile à l'université. Est-ce que vous êtes confronté à ce port du voile et peut-être à des conséquences en interne? Je pense que l'expérience de l'été devrait quand même édifier tout le monde, qu'il y a d'autres priorités et d'autres problèmes plus urgents que d'agiter un chiffon rouge ou un chiffon vert d'ailleurs, s'agissant du voile prétendument islamique. La portée et la signification, elle est indéniable. C'est d'ailleurs même pas le voile, c'est l'espèce de cache, de tunique qui vise au fond à effacer les femmes. Donc c'est beaucoup plus que le voile. Mais quand il s'agit de jeunes adultes, le droit s'impose. Et au nom de quoi interdirait-on à de jeunes adultes de porter la tenue qu'elles veulent dans une enceinte universitaire? Donc je crois qu'il y a des préoccupations plus importantes que celle-là à traiter. Oui, d'accord. Mais pour vous, vous le gérez à peu près comme il faut à Dauphine. Je crois que les jeunes femmes concernées le gèrent elles-mêmes dans les relations qu'elles ont avec leurs camarades. C'est aussi l'occasion de confrontation, de discussion, mais dans un climat qui est un climat apaisé. Il y a aussi un dialogue interreligieux, je vois, entre les communautés chrétiennes, musulmanes et juives de Paris-Dauphine. Bon, donc tout ça, en tout cas dans mon établissement, se passe sans gros problème. Ça n'empêche pas d'avoir une opinion, la mienne est claire et tranchée sur ce que signifie cette vogue. Oui.
cette vogue ou ce test, hein, disent même certains Laurent Batch. Est-ce que on parle beaucoup de la difficulté de former de l'éducation et de l'éducation nationale, qu'il faut la réformer. Vous avez un parcours universitaire, vous êtes normalien, vous êtes professeur depuis longtemps. Est-ce que les élèves que vous récupérez en première année à Dauphine, est-ce que vous estimez qu'il y a une baisse de niveau ou pas? Moi non. Si vous en plus, Dauphine est quand même la fac de... Écoutez, nous on recrute les lycéens sur la base d'un score, d'une moyenne d'un score de leurs notes en première et en terminale. Bon, et sur la longue période, donc sur la dizaine d'années passées, les barres d'admission à Dauphine, en gros, parce que selon les lycées, elle est variable, mais en gros, les barres d'admission ont monté de 3 points sur 20. C'est-à-dire que là où on prenait des élèves à 12 de moyenne, on les prend à 15. Donc je ne serais vraiment mal placé pour vous dire que le niveau des étudiants de Dauphine baisse. Non. Ouais. Donc pour vous, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème. Ah non. Non, mais c'est important à savoir, parce que comme on n'arrête pas de dire que le niveau baisse, en plus, là, les élèves que vous avez notamment dans cette première année, ce sont vraiment des digital natives, comme on dit aujourd'hui. Donc ça doit changer aussi la manière dont vous enseignez, j'imagine, à Paris-Dauphine. Ça change le rapport à l'apprentissage. C'est vrai que les générations montantes, elles ont un rapport au digital qui fait qu'avant même d'avoir abordé le sujet, elles sont allées voir ce qu'elles pouvaient en apprendre sur les réseaux sociaux ou sur les ressources numériques, que pendant même les cours, ils sont capables d'aller consulter, d'aller chercher une information, d'engager entre eux des dialogues et des débats parallèles à ceux qu'ils peuvent avoir avec le professeur. Donc il y a un vrai problème de pilotage de la classe à partir du moment où le monopole du savoir, en quelque sorte, n'est plus concentré chez le prof. Bon, il est partagé. Il est partagé. Mais ça doit être difficile pour les profs. Vous êtes prof, hein, oui. Il faut changer la méthode et peut-être partir davantage de ce que savent ou croient savoir les étudiants, de travailler sur des cas et donc de tester leurs connaissances là où il n'y a pas la réponse toute faite sur les réseaux ou les ressources numériques. Mais oui, donc c'est ce qu'on appelle la classe inversée parfois. C'est-à-dire je vais partir de ce que mes étudiants croient savoir ou savent vraiment d'ailleurs, et on va essayer parfois de déconstruire d'ailleurs quand c'est faux, pour reconstruire un savoir plus solide. Mais vous savez, dans la méthode magistrale, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi l'inconvénient parfois de plaquer un savoir dont on pense qu'il est assimilé, et puis qui en réalité s'est collé, s'est superposé à des préjugés qui n'ont pas disparu pour autant. Et en situation d'appliquer les connaissances, vous apercevez que finalement l'étudiant n'applique pas ce que vous lui avez enseigné, mais applique ce qu'il n'a pas cessé de continuer de penser malgré votre cours. Très construit, très brillant, mais qui est en quelque sorte plaqué sur un savoir préexistant. Avec le numérique, avec cette façon qu'ils ont d'être plus proactifs dans la connaissance, dans l'acquisition des connaissances, vous êtes obligé d'avoir une méthode pédagogique également plus active. Et d'un certain point de vue, vous êtes obligé d'être plus efficace. Est-ce que vous avez les moyens justement de vous adapter? Parce que du coup, effectivement, ils ont tous un iPad, un iPhone, enfin du moins... ils sont équipés technologiquement, on ne va peut-être pas citer des marques, pardon. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez les moyens de répondre justement à cette digitalisation de vos élèves, de vos étudiants? Oui, on a les moyens. D'abord parce qu'on a des ressources documentaires qui sont très considérables et qui sont en ligne. Ils en ont besoin et c'est nous qui les leur apportons. On a des salles dont on adapte comment dirais-je, le dispositif, hein, avec du mobilier qui précisément devient mobile, avec des panneaux numériques, des panneaux digitaux, etc. Beaucoup plus de petites salles de coworking également parce qu'ils travaillent de plus en plus ensemble, parce que précisément... En réseau, bah oui. En réseau, et puis ils peuvent se poser n'importe où, ils ont accès aux ressources dont ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Bon. Donc oui, il y a toute une adaptation, y compris physique, j'allais dire, du dispositif de nos locaux pour prendre en compte cette évolution. Le budget de Dauphine, c'est 110 millions d'euros, 32% de ressources propres à peu près. L'autonomie des universités, est-ce que ça a été une bonne chose ou pas? On aimerait bien avoir un peu le bilan d'un des présidents d'une des principales universités françaises. C'est forcément une bonne chose. Ce qu'on pourrait peut-être reprocher, enfin c'est pas un reproche d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisante, mais pour pouvoir dire qu'elle n'est pas suffisante, ça prouve qu'on a déjà commencé par faire des choses dans cette direction-là. Pour le moment, l'autonomie des universités, c'est une déconcentration de la gestion. C'est-à-dire que l'on a confié aux établissements la gestion de leur masse salariale. Bon, on n'a pas beaucoup accru leur degré de liberté.
pas de degré de liberté en matière de gouvernance, ou très peu, pas de degré de liberté en matière de recrutement des étudiants, et pas de degré de liberté en matière de fixation des droits d'inscription, par exemple. Donc ce qui fait que lorsque l'on classe la France en Europe parmi les autres pays sur une échelle de plus ou moins autonome, la France est parmi les établissements, parmi les pays où les universités sont les moins autonomes. Ouais. Et donc il y a un vrai défi aujourd'hui, c'est de leur donner des degrés de liberté supplémentaires. Ça va faire le lien avec ce fameux classement de Shanghai, qui est un peu le classement, alors vous me direz c'est le classement de Shanghai, il y a beaucoup de classements, mais qui montre quand même que la France, elle recule à la 5e place, 22 établissements, et on cède la 5e place. Les premiers, évidemment, 4 premières, c'est les États-Unis, 136 universités, dont 70 dans le top 200. Nous, on n'a pas pas une université dans le top 300. Vous êtes dans le top 500, mais pas dans le top 300. Quand même, c'est très très loin. Hein. La Chine, 54 établissements, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui nous passent devant. Est-ce que c'est lié justement à ce que vous venez de dire, peut-être manque d'autonomie des universités françaises et puis manque de ressources? Alors c'est lié à tout ça, c'est lié aussi à l'extrême morcellement des établissements français. Vous aviez, pour ne pas les citer, à Bordeaux, 4 universités. Oui. Vous aviez à Montpellier 3 universités. Pardon, il y a Pierre et Marie Curie, 39e, Paris Sud, 46e, et l'École normale supérieure, 87e. Bon, voilà, mais je pensais... Non, mais d'accord. Et vous avez également une séparation entre les universités, les organismes de recherche, les grandes écoles. Bon. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les politiques publiques, et de la part de tous les gouvernements, se sont engagés dans la voie du rapprochement et de la constitution de grands pôles internationaux. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir. D'une année sur l'autre, les classements peuvent induire des changements qui ne sont pas forcément significatifs. Ce qui est important, c'est la tendance. Et c'est vrai que le mouvement de regroupement de grandes institutions, l'idée, c'est quoi? C'est de former des pôles universitaires de taille internationale qui soient capables de figurer, pas dans le top 100, dans le top 30 du classement de Shanghai. Ouais. Nous avons cela. Lorsque vous regardez la qualité des équipes scientifiques, leur capacité, leur renommée internationale, nous avons cela. Mais nous avons cela dispersé dans plein de petits établissements. Et donc l'idée du regroupement, ce n'est pas de faire masse, ce n'est pas de faire des universités de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, ce n'est pas l'objectif. C'est de concentrer les capacités, les ressources scientifiques et de reconstituer des ensembles vraiment pluridisciplinaires. Voilà. Mais ça, on est sur la route de faire ça. À Paris-Dauphine, nous sommes engagés dans ce processus, aux côtés de Normal Sup, que vous citiez, aux côtés d'écoles d'ingénieurs, aux côtés d'écoles d'art et de création, aux côtés de l'Institut Curie, de l'Observatoire. Oui, mais comment ça se passerait? C'est-à-dire vous appelleriez ça, je ne sais pas, l'université... Eh bien, ça s'appelle Paris Sciences et Lettres, Research University. Oui. Et ce n'est pas un label, ce n'est pas un consortium, ce n'est pas une marque, ce n'est pas un regroupement, ce n'est pas une centrale d'achat. Non, c'est une nouvelle institution. Donc, ce que nous construisons maintenant, alors... compris, ça appelle des solutions organisationnelles originales. Oui. Mais ce que nous construisons maintenant, c'est une université intégrée, pluridisciplinaire, dans laquelle vous avez, alors voilà, parce que c'est l'histoire et c'est l'héritage, vous avez des écoles qui sont les composantes, donc qui gardent une large part d'autonomie, mais guère plus autonomes que les schools dans les grandes universités américaines. Hein. Et donc vous avez ces écoles qui se mettent ensemble et qui, ensemble, développent des programmes transversaux. Est-ce qu'il faudrait les avoir sur un même campus? Ou alors Paris était un campus en soi Paris. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que si vous prenez Harvard, Berkeley, qui du reste a détrôné le MIT, donc c'est intéressant de voir que c'est la côte ouest qui prend dessus en termes scientifiques et technologiques. Non, mais Paris est un campus. Paris est un campus. Écoutez, Paris est une ville d'une surface petite, 10 km sur 18, je crois me souvenir. Bon, donc vous allez de l'un à l'autre très facilement. Vous avez déjà une très forte concentration sur le quartier latin et même la montagne Sainte-Geneviève. Bon, donc Paris est un campus. Nous sommes une université urbaine de la capitale. Paris, Sciences et Lettres. C'est une nouvelle université. C'est pas facile, c'est exigeant. Il y a un jury international qui nous challenge et qui nous dit encore un petit effort, allez plus loin. Nous répondons, nous avançons, mais ça se fait. D'autres le font aussi, ça se fera à Saclay, ça s'est fait à Strasbourg, ça s'est fait à Bordeaux. Donc il y a un vrai mouvement, il faut aussi de temps en temps positiver. Mais alors dans ce mouvement, ça veut dire... Non, bien sûr, mais c'est intéressant. Ça veut dire dans ce mouvement, vous, ce qui est en train de se faire, il n'y aura plus Paris-Dauphine, Paris-Assas, Paris-La Sorbonne, ou voire Nanterre. Il n'y aura plus qu'un seul intitulé Paris Sciences et Lettres. Paris Sciences et Lettres pour les institutions dont je vous ai parlé. Dauphine, Normal Sup, le Collège de France, les écoles d'ingénieurs, etc. Bon. Ouais. Et puis à côté, il y aura Sorbonne Université avec l'UPMC que vous citiez et Paris 4. Il y aura Saclay avec l'Université Paris Sud, l'école centrale, Supélec, le NSKCHA, etc. Donc il y a eu la fusion des universités bordelaises, la fusion des universités strasbourgeoises. Donc se constituent des grands pôles dont la qualité scientifique vraiment
donne à la France la reconnaissance qu'elle mérite. Parce qu'au fond, les obstacles, ils sont chez nous. C'est pas qu'on serait vraiment moins bon qu'à l'étranger. Je ne dis pas qu'on a les compétences des plus grandes universités. Mais en tout cas... Est-ce qu'on a les bons professeurs? Est-ce que vous enseignez, l'enseignement se fait en français ou il se fait en anglais? Comment est-ce que, parce que si on veut remonter dans ce classement de Shanghai, peut-être qu'il faut un standard international. Ouais. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le standard international, ça passe par l'anglais. Est-ce que vous dites non, le français Alors, ça passe par l'organisation des cycles. Le passage aux licences master doctorat a été une première étape vers cette harmonisation du modèle français sur les standards internationaux. Et puis également par les cours en anglais. Et nous, on a des English tracks, c'est-à-dire des filières qui sont en anglais et des diplômes qui sont 100% en anglais, qui nous permettent d'accueillir des étudiants étrangers. Voilà, donc ça, vous pensez que quand est-ce qu'on verra apparaître dans les classements de Shanghai, le classement de Shanghai, le Paris Sciences Lettres? Le jour où les auteurs du classement de Shanghai, à l'université Jiaotong de Shanghai, seront absolument convaincus que Paris Sciences et Lettres n'est pas simplement un label, mais est une vraie université intégrée. Et c'est la démonstration que nous sommes en train de faire. Ça va surprendre. Ça va surprendre parce qu'en effet, on va émerger dans le top 30. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Le plus tôt sera le mieux. Ce n'est pas facile, on y travaille. Mais oui, nous sommes, Paris-Dauphine est devenu la Schools of Management, Economics, Law de Paris Sciences et Lettres. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément au courant de toutes ces évolutions, mais on voit bien quand même qu'il faut absolument rentrer dans ces classements internationaux si on veut exister, si la France veut exister. Absolument. Ouais. Oui. Il n'y avait pas il y a l'école d'économie de Toulouse, donc qui est devenue célèbre grâce à Jean Tirole, évidemment, et son prix Nobel. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas sur Paris l'intérêt de faire émerger une université, une école, je ne sais pas comment, d'économie? Dauphine essaye de remplir en partie ce rôle-là. Bien sûr, mais il y a d'autres acteurs. Oui. Il y a d'autres acteurs. Bon, vous citez Toulouse, je pense que vous pensiez également à l'école d'économie de Paris, qui est également multi-établissement. Une partie des équipes, d'ailleurs, de l'école d'économie de Paris sont dans des établissements qui composent Paris Sciences et Lettres. Voilà, moi je n'ai pas à me prononcer sur l'avenir de l'école d'économie de Paris. Si un jour l'idée lui traversait l'esprit de frapper à la porte de Paris Sciences et Lettres, c'est pas moi qui dirais non, je m'en réjouirais. Mais on n'aurait pas eu plutôt l'idée de faire l'école d'économie de Paris avec Paris-Dauphine, par exemple? De fait, ce serait ça. Tout pôle économie, ça me paraît plus logique. En fait, je ne suis pas dans les mécanismes universitaires. Bon, en même temps, l'école d'économie de Paris est très orientée vers la recherche. Paris-Dauphine également, mais a quand même beaucoup de masters professionnels. Donc, je crois que les deux s'ajoutent et se complètent harmonieusement sans qu'il y ait besoin de forcer l'un ou l'autre. Est-ce que vous êtes favorable au rapprochement? C'est une des grandes idées, même du ministre aussi précédent et encore aujourd'hui, de Najat Vallaud-Belkacem, de rapprochement université, HEC, les grandes écoles. Oui, mais Dauphine, c'est déjà l'hybridation de l'université des grandes écoles. On a pris aux grandes écoles les petits groupes, les liens avec les entreprises, la sélection, et on a gardé des universités, le modèle des professeurs et des universitaires, les disciplines académiques, la recherche, l'esprit, j'allais dire, comment dirais-je, la formation par la recherche, etc. Donc, Dauphine, c'est déjà un modèle d'hybridation. Vous allez augmenter les tarifs, notamment pour les étrangers, les étudiants étrangers? Alors, pour les tarifs, nous l'avons fait. Le tarif, c'est 6 000 € en master. Pour les étudiants français, nous avons fait évoluer les tarifs de licence. La licence à Dauphine, c'est de 0 à 2 000 € selon le revenu des familles. 2 000 €, c'est pour les familles dont le revenu est supérieur à 160 000 €. Bon. Et pour les étrangers? Pour les étrangers, c'est 6 000 €. D'accord. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que cette politique de droit d'inscription préserve beaucoup les bas revenus et qu'en particulier, nous avons prévu que pour tous les revenus inférieurs à 40 000 €, les droits d'inscription étaient nuls. Il n'y en avait pas. Il y avait exonération totale. C'est-à-dire que nous faisons mieux que le système de bourse nationale dont le seuil est à 35 000. Pour nous, le seuil est à 40 000. Laurent Batch, vous avez notre actualité internationale puisque vous lancez aujourd'hui un programme avec Madrid. Absolument. Lundi, on est à Madrid en présence de l'ambassadeur de France, M. Saint-Jour, en présence du directeur général de Carrefour Espagne qui nous... Mais quel est l'intérêt? Pourquoi? Comment ça va fonctionner? L'intérêt, c'est de suivre les usagers, les étudiants, là où ils ont envie d'être. Ce sont des étudiants qui ont un profil international. Certains viennent d'Amérique latine, d'autres des lycées espagnols, d'autres encore de Paris, mais veulent un environnement international. Et nous leur offrons les programmes, le contenu et la certification de Dauphine, là où ils ont envie d'être. Et l'intérêt pour nous, en même temps, c'est qu'il y a une rétroaction sur Paris.
parce que c'est indéniablement un facteur d'ouverture internationale, d'ouverture des esprits, de sensibilisation des esprits, mais aussi d'ouverture concrète de nos publics et de notre corps professoral. Et je disais, vous renforcez votre programme aussi en Allemagne, pardon, avec ce nouveau programme de double licence en apprentissage à Mannheim, en Allemagne. Alors c'est un programme très sophistiqué en double alternance, alternance géographique France-Allemagne, alternance pédagogique entreprise-université, 10 étudiants français de Dauphine, 10 étudiants de Mannheim Hauptschule et 18 mois en France, 18 mois en Allemagne. Et l'apprentissage en apprentissage dès la première année de licence. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aura un diplôme de Dauphine, même si on a fait de l'apprentissage? Ça veut dire qu'on aura, oui, et qu'on aura le double diplôme, celui de Dauphine et celui de Mannheim. Oui. Double licence. Oui, donc ça veut dire que c'est presque faire tomber un tabou sur ce mot apprentissage. Mais nous avons, alors sachez quand même qu'en master, nous avons plus de 1400 étudiants en apprentissage. Et il faut préserver ça. J'entends dire parfois qu'il faut renforcer l'apprentissage au niveau des lycées, c'est très bien sans doute, mais il faut préserver ce qui marche bien. L'apprentissage dans l'enseignement supérieur tire l'ensemble de la filière d'apprentissage vers le haut, lui donne du prestige, il faut absolument le préserver. Nous, les étudiants, sont très friands d'apprentissage. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir une expérience professionnelle qui les valorise, ça leur permet d'avoir un mode de relation à la connaissance aussi qui est plus intuitif, et puis ça leur donne un petit revenu, mais un petit revenu qui n'est pas sur un petit boulot, mais qui est sur une activité qui est en synergie avec très rapidement, les programmes de ce que vous avez pu observer des candidats politiques, pour l'instant sur les Républicains, ça va bien, ça va dans le bon sens en termes d'enseignement supérieur. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, comme il n'y a pas grand-chose, je vous ferai cadeau des 20 secondes. Le programme du parti en tant que tel n'est pas brillant. Le programme des candidats, j'attends de les voir. Très franchement, je ne peux pas en parler. Ouais. En revanche, il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est que vous voulez absolument avoir un ministère plein et entier, non pas un secrétariat d'État. Je pense que l'enseignement supérieur et la recherche méritent un ministère plein et entier, oui, en effet. Oui, voilà. Thierry Mandon, même quelles que soient ses qualités. Merci. C'est pas lui qui serait contre. Merci beaucoup, Laurent Wadj, d'avoir été avec nous. Donc, le président de l'université Paris-Dauphine, avec votre rentrée universitaire lundi.